Je fis celui qui se promène en se reposant, et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Il laissa la garde du troupeau à son chien et monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route et il m'invita à le suivre si toutefois je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle appartenait? Il ne le savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou bien peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses 100 glands avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions, puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres. Il en avait planté 100 000. Sur ces 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où auparavant il n'y avait rien. C'est à ce moment-là que je me demandais l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait réalisé sa vie dans la plaine. Il y avait possédé une ferme. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Aussi, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine idée de recherche du bonheur. Cependant, je commis une faute. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit tout simplement que dans 30 ans, si Dieu lui prêtait vie, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il pensait également à des bouleaux pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait. Il en avait une pépinière près de sa maison. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons étaient de toute beauté. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Boum! Boum! Un soldat d'infanterie ne peut guère y réfléchir à des armes. À dire vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un dada, une collection de timbres et oublié.
Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remise à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu trop de monde mourir pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que lorsque l'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort, il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre une centaine de ruches. Il s'était débarrassé de ses moutons qui mettaient en péril sa plantation d'arbres, car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre, il avait continué imperturbablement à planter. Et les chênes de 1910 qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait désormais avoir recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, 1915, l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où il supposait, avec juste rigueur, qu'il y avait une certaine humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création, d'ailleurs, avait l'air de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il continuait obstinément sa tâche très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau qui, dans des ruisseaux très anciens, avait toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction en chaîne qu'il m'était donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes, dont j'ai parlé au début de mon récit, s'étaient construits sur des emplacements d'anciens villages gallo-romains, dans lesquels il restait des traces et où les archéologues avaient fouillé. Et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où, au XXe siècle, il fallait avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs, et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans les habitudes sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien remarqué le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Qui aurait pu imaginer dans les villages et les administrations une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'1 an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu m'aime ou tout. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité. Pour mener à bien une telle victoire, il a fallu lutter avec le désespoir.
Pendant 1 an, il avait planté plus de 10 000 érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres qui réussirent encore mieux que les chênes. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme, que l'on voyait une forêt pousser toute seule. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un haut personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose et heureusement, on ne fit rien, sauf la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres, en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. Bravo! Ah bravo! Magnifique! Bravo! Bravo Martin. Bravo, canteur! Bravo à la musicienne! Anne!